La CGT finira-t-elle par avoir la peau de la loi travail? Je voudrais vraiment réagir à la forme de votre question, parce qu'avoir la peau, est-ce qu'on est aujourd'hui, dans le gouvernement, uniquement obnubilé par l'idée d'avoir la peau de quelqu'un ou de sauver sa propre peau? Je veux dire, quand on est en responsabilité au gouvernement, notre devoir, c'est de faire en sorte que les conditions économiques, les conditions budgétaires, les conditions sociales permettent au pays de progresser. Il ne s'agit pas d'avoir la peau de l'un, la peau de l'autre. Je crois qu'il faut vraiment. Ce serait un mauvais coup pour vous à l'ambition que vous venez de rappeler. Trouver une forme d'apaisement dans le débat. Le débat, il a eu lieu, il a été vif. Il a même eu lieu un peu à l'Assemblée. J'entends dire que le 49.3 aurait interrompu, empêché toute forme de débat. Il y a eu quand même des travaux en commission, il y a eu des débuts de travaux dans l'hémicycle, et puis ces travaux vont reprendre. Ils vont reprendre au Sénat, puis ensuite à l'Assemblée. Il y a eu des discussions, il y a eu des amodiations de la loi, des aménagements de la loi. Alors certains disent qu'on a vidé la loi de sa substance, d'autres disent mais non, ça reste une loi extrêmement pénalisante. J'allais dire, c'est peut-être aussi le signe qu'on est dans une espèce d'équilibre. Mais alors l'apaisement, vous appelez à l'apaisement. Que peut faire le gouvernement? Écoutez, je pense d'abord qu'il faut que les organisations syndicales, notamment la CGT, mais pas que la CGT, prennent leurs responsabilités. La responsabilité, c'est au moment où la croissance s'améliore. Ce que confirme aujourd'hui le FMI. Le FMI vient effectivement de relever sa prévision de croissance. Ils étaient à 1,1, nous avons posé comme hypothèse 1,5 pour 2016. Aujourd'hui, le FMI dit oui, on aura une croissance en France de près de 1,5, c'est-à-dire conforme l'hypothèse. Elle dit qu'elle prend ses responsabilités en bloquant. Mais justement, je pense qu'au moment où la croissance reprend de façon plutôt significative, on peut toujours espérer mieux, c'est un mauvais coup qui peut être porté à l'économie, des journées de grève, des journées de frilosité dans le monde du travail, dans les déplacements. C'est un mauvais coup, mais vous dites au conditionnel, ça l'est déjà, un mauvais coup. Oui, donc il est temps d'en sortir. Et vous l'avez déjà chiffré, ce mauvais coup pour l'économie? Non, mais pour l'instant, il est bien sûr trop tôt pour en parler. Mais vous savez que tous les événements qui se passent en France ont aussi un retentissement sur l'attractivité de notre pays, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière touristique. Et je pense qu'il est temps maintenant d'en sortir. Mais ce n'est pas du tout la voie qu'emprunte la CGT. Vous avez vu la multiplication des blocages, l'appel maintenant même à la grève reconductible à la SNCF à la fin du mois. Oui, il y a une forme un peu de dispersion. On lance un mouvement reconductible à la SNCF. On annonce une grève à la RATP. On a ces blocages dans les raffineries, dans les dépôts de carburant. Je crois qu'il y a là une attitude que les Français, d'ailleurs, commencent un petit peu à mal recevoir. Vous attendez une condamnation des Français, ceux qui se lèvent le matin, qui travaillent et qui parient sur l'avenir, pour reprendre les expressions d'Emmanuel Macron. Non, évitons les mots qui blessent, les mots qui vexent. Là, je cite le ministre de l'Économie. Condamnation, prise en otage. Je n'aime pas ce vocabulaire. Je n'aime pas ce vocabulaire. Il s'agit que chacun, dans une situation qui est difficile, une situation économique et sociale qui est tendue, vous l'avez dit, il s'agit à un moment donné de dire, écoutez, remettons ce pays en marche. C'est ce que nous faisons avec responsabilité, en posant un certain nombre de principes dans la loi qui peuvent changer l'état d'esprit, qui peuvent parfois interpeller, qui ont souvent été mal présentés d'ailleurs, souvent caricaturés. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'en prendre conscience. Si vous aviez en face de vous, plutôt que moi, Philippe Martinez, le leader de la CGT, que lui diriez-vous? Je lui dirais qu'il y a eu des évolutions, qu'il a probablement lu un peu trop vite les propositions qui sont contenues dans le projet de loi et qu'il est temps maintenant de sortir par le haut de cette difficulté, parce que sinon il y a un risque économique, effectivement. Vous savez, quand l'économie va mal, c'est finalement un risque social qui se concrétise et des difficultés souvent pour les gens les plus modestes. Et il y a des blocages qui pénalisent l'économie ou la vie des gens, mais il y a aussi des formes de violence qui sont Est-ce qu'il y a une forme de rupture, si on élargit, entre la CGT aujourd'hui, du pacte entre la CGT et le pays? Je ne suis pas sûr que la CGT ait signé un pacte avec le pays. Sans être passé par une signature. Je n'en ai pas trace. Et la CGT n'est quand même pas la seule organisation syndicale de ce pays. Il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui se sont inscrites dans des démarches différentes de celles de la CGT. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle baisse d'impôts en 2017 après celle de 2015-2016 ?
Alors, est-ce que vous pouvez nous l'annoncer? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce que... Le président de la République... L'oracle de Bercy, c'est vous. Le président de la République a été très clair. Le président de la République a dit, nous verrons en fonction des marges qui seront devant nous, quelles seront les possibilités pour avoir des baisses d'impôts l'année prochaine. Nous les souhaitons, ces baisses d'impôts. Nous avons commencé, vous avez eu la gentillesse, l'objectivité de rappeler qu'effectivement ça a été le cas en 2015. Les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'ensemble de ce que l'État, en tout cas les collectivités publiques demandent comme contribution, ont baissé. On reste encore les champions d'Europe. Hein. Oui, mais enfin, ils ont baissé. On reste aussi les champions d'Europe sur un certain nombre de prestations que l'on fournit à nos concitoyens. On peut parler de la santé, on peut parler de la retraite, etc. Mais c'est un débat on parle de plus fond. Spécifiquement de l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, le plus connu. puisque vous en parlez, c'est le moment des déclarations d'impôts. Les Français, effectivement, sont concernés. C'est d'ailleurs l'impôt qui les touche le plus. Et c'est pas d'ailleurs le plus important pour le pays. Nous sommes maintenant fin du mois de mai d'une année budgétaire. Aujourd'hui, comment voulez-vous, alors même que les Français sont seulement en train de remplir leur déclaration d'impôt, que je sache, que nous sachions à Bercy, avec nos équipes, combien les recettes de l'État vont être pour cette année en cours? Une année qui est à peine commencée. Les recettes de TVA, on n'en connaît les résultats que sur un trimestre. Les années précédentes d'annoncer des baisses d'impôts. Donc, Et parce que nous avions des... Vous sont réticents. Hein. Mais non, je suis prudent. Parce qu'on ne peut pas entendre mais vous flattez à l'instant des bonnes prévisions de croissance confirmées par le FMI. Écoutez, l'année dernière, à la même époque, on nous disait votre prévision de croissance ne sera pas atteinte, il va vous manquer 10 milliards de recettes. Et à la fin de l'année, il a manqué 0 milliard de recettes. Elles ont été conformes à nos prévisions. Mais le président de la République est plus optimiste que vous. Le président de la République, lui, il a répété déjà plusieurs fois. Clairement indiqué, nous en sommes expliqués avec lui, Michel Sapin et moi, entre autres, avec le Premier ministre, a clairement indiqué que nous ferons le point à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, lorsque nous aurons affiner nos prévisions de recettes pour cette année et qu'en fonction, effectivement, des tendances qui seront confirmées ou infirmées, en fonction de l'évolution de nos recettes, en fonction des taux d'intérêt, en fonction de la croissance qui sera constatée. Aujourd'hui, on connaît les résultats du premier trimestre et encore. Alors, ça sera l'annonce du 14 juillet. Je ne sais pas si ça sera le 14 juillet, le 13 ou début du mois de septembre. La loi de finances, elle sera présentée au Conseil des ministres, comme tous les ans, à la fin du mois de septembre. On saura quand même la baisse le d'impôt dernier un petit mercredi peu avant, de septembre en général. Ouais. Mais écoutez, si les marges apparaissent ou se confirment et peuvent se quantifier, on verra sous quelle forme. Est-ce que ça veut dire que les nouvelles dépenses que vous avez annoncées depuis janvier, qui sont intervenues, comme disait ce sénateur, très rapidement après le vote de la loi de finances rectificative de fin d'année, est-ce que ça veut dire qu'elles ont été tellement importantes que finalement la fameuse redistribution dont parle François Hollande depuis un an ou deux est déjà faite, enfin, d'une certaine manière, et que finalement, ce n'est plus par l'impôt que vous allez la poursuivre, éventuellement. Mais ce que vous oubliez, les uns et les autres, c'est que les baisses d'impôts, par exemple, pour les entreprises, elles ont déjà eu lieu, là. Le 1er avril, les cotisations sociales, tout le monde l'a oublié. Oui, mais... Les cotisations sociales des employeurs ont baissé pour près de 4 milliards d'euros. Le chef de l'État dit après les entreprises, les ménages. Donc, mais les ménages, il y a eu des mesures en faveur des ménages, on les a clairement rappelées. Mais aujourd'hui, nous avons annoncé 4 milliards, effectivement, de dépenses supplémentaires. Fallait-il ne pas les mettre en œuvre, ces mesures? Fallait-il ne pas répondre à la crise agricole avec près de 900 millions d'euros de dépenses supplémentaires sur des réductions de cotisations aux agriculteurs? Fallait-il ne pas mettre en œuvre la prime à l'embauche qui marche bien? Le plan de formation qui va nous coûter avec la prime à l'embauche autour de 2 milliards d'euros Fallait-il ne pas en année les pleine? Fonctionnaires qui étaient Fallait-il ne pas mesure comme une mesure électoraliste? Mais écoutez, fallait-il les augmenter? Laissons ceux qui contestent ces mesures apporter la critique. Le point d'indice a été bloqué pendant 5 ans. 5 ans. C'est beaucoup d'efforts qui a été demandé à un certain nombre de fonctionnaires, même si nous avons pris, regardez la pour les catégories les plus faibles, des mesures. Vous demandez au ministère de supprimer des fonctionnaires, une baisse des effectifs de 2%. C'est aussi la conséquence de l'augmentation du point d'indice. C'est pas nouveau, ça. Je veux dire, nous avons une stabilité globale, nous avions une stabilité globale de nos effectifs durant les 3 premières années de la législature.
avec une augmentation des enseignants, du nombre d'enseignants, avec une augmentation du nombre de policiers, avec une augmentation du nombre de personnels de la justice. Nous avons donc baissé nos fonctionnaires dans un certain nombre de services à Bercy. Dans le service des finances publiques, nous supprimions environ 2000 postes tous les ans. Il y a une baisse de la masse salariale des fonctionnaires ? Il n'y a pas eu une baisse de la masse salariale, elle a augmenté de 0,9%. J'observe au passage que c'est le chiffre le plus faible depuis des années. Elle a augmenté traditionnellement de 1,5%. Elle n'a augmenté, si j'ose dire, que de 0,9%. Donc il y a eu une maîtrise, en tout cas, même si ce n'est pas une baisse de la masse salariale, parce qu'il y a quand même de la promotion chez les fonctionnaires qui conduisent naturellement, même si le point d'indice est gelé, à une augmentation de leurs revenus. Donc ces 4 milliards, c'est ce que nous avions fait l'année dernière. L'année dernière, en cours d'année, on avait eu des mesures sur la sécurité, on avait eu des mesures... Justement, ces 4 milliards, l'opposition, notamment M. Carrez de la Commission des finances de l'Assemblée, conteste ce chiffre et parle de plutôt de 6 milliards. 6, non, mais ça, il a reconnu qu'il s'est trompé. J'étais à la Commission des finances. Il ajoute des dépenses de 2016 à des dépenses de 2017. Je reviens à la baisse d'impôts. Monsieur Eckert, parce qu'en fait, vous êtes coincé par le chef de l'État. Il a annoncé qu'il y aurait... Est-ce que j'ai l'air d'être coincé? Écoutez, il va bien falloir trouver... par le chef de l'État. À partir du moment où il l'a annoncé... En tout cas, vous n'avez pas l'air très... Vous avez la pression. Moi, j'ai une mission sur le revenu. J'ai une mission avec Michel Sapin, c'est de réduire les déficits. Il y a 2 moyens de réduire les déficits, c'est d'augmenter les recettes par des augmentations d'impôts. Il n'en est pas question. Nous sommes sur une stratégie de réduction des impôts, nous l'avons déjà fait et nous continuerons à le faire. Mais si nous n'arrivons pas à contenir les dépenses de façon suffisante, on ne pourra pas réduire les impôts et réduire le déficit en même temps. Mais j'observe, c'est très important, qu'en 2015, c'est ce que nous avons fait. En 2015, nous avons réduit le déficit public et nous avons réduit les prélèvements obligatoires, donc les impôts. Une question sur les pressions sur Google, qui est soupçonné de fraude fiscale également en France. Il y a eu une perquisition du siège parisien ce matin du géant américain. On sait que ça fait suite à une plainte de l'administration fiscale. Est-ce que le bras de fer là, se durcit avec Google par le biais de la justice? Alors, je vous remercie beaucoup de me poser cette question. Le bras de fer, il a toujours été dur. Oui. Contrairement à ce qui est dit parfois, ou ce que certains peuvent penser légitimement, nous sommes astreints, je suis astreint au secret fiscal. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous dire combien, lesquels, dans quel délai. Et quand même, on sait que Google est menacé d'un redressement d'1,3 milliard. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi. Pas démenti. On sait que ça peut faire beaucoup de recettes. Je ne peux pas vous démentir. Je vous donne un exemple, chiffre. 5 entreprises multinationales, l'année dernière, en 2015, ont fait l'objet de redressements fiscaux et de pénalités pour 3,3 milliards d'euros. À 5 seulement, nous avons redressé 3,3 milliards d'euros d'impôts et de pénalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement, et c'est probablement une nouveauté, est un gouvernement qui travaille sur les questions de fiscalité, qui poursuit un certain nombre d'entreprises. Oui. Nous n'en faisons pas de publicité. Aujourd'hui, c'est le parquet national financier. Mais vous avez utilement rappelé que c'était sur la plainte, sur la base de la plainte de la direction générale. D'accord, une plainte, la justice, les magistrats financiers sont impliqués dans cette perquisition. Mais vous, en tant que ministre, est-ce que vous seriez prêt à une transaction avec Google? Non. Il n'y a pas de transaction dans ce pays. Nous avons été sollicités plusieurs fois. Et que ça s'est passé en Grande-Bretagne. Mais oui, ça s'est passé en Grande-Bretagne. Et vous avez vu quel a été le montant des redressements payés en C'était moins que la somme espérée initialement. C'était beaucoup moins que la somme espérée. Donc c'est la justice qui tranchera. En tout cas, c'est le fisc aujourd'hui qui a notifié le redressement. Si Google et d'autres souhaitent aller au bout des procédures, ils iront au bout des procédures, mais nous ne ferons pas de transaction sur ce type de situation. Qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que je maintiens sur la situation financière des collectivités territoriales? Les dotations de l'État représentent 1/4 des recettes des collectivités territoriales. Ce quart, nous l'avons baissé de 8%. Oui, pour la deuxième année consécutive. Vous avez baissé les dotations aux collectivités. Oui. Donc ça représente pour le quart de leurs recettes une baisse significative, 3,66 milliards environ. Mais ça va le reste des recettes des collectivités territoriales, leurs recettes fiscales,
que ce soit les impôts locaux, que ce soit la CVAE, pardon de ces mots. Sans être technique. Hein. Oui, mais enfin, ce sont les impôts que payent toutes les entreprises, la CVAE, la contribution foncière des entreprises, tous les impôts. Les droits de mutation. Les droits de mutation. Bon, donc ça augmente. Ont augmenté sans variation des taux, de façon considérable. Pourquoi? Tout simplement parce que les bases sont révisées tous les ans pour certaines d'entre elles, et pour d'autres, notamment les DMTO, les droits de mutation, comme vous l'évoquez, ont augmenté parce que le marché immobilier s'est décoincé. Et donc, quand on regarde l'ensemble de leurs recettes, elles n'ont pas baissé. Elles ont augmenté de 1,70%. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ont pris ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les mesures que vous avez mises en place et cette baisse des dotations, pourquoi est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui c'est une provocation, on ne vous croit pas? Parce qu'ils ont été habitués à une situation beaucoup plus confortable. Est-ce que vous croyez que c'est facile pour l'État de réunir les ministres et de leur demander des efforts de réduction de leurs effectifs, de leurs moyens, ils ont été trop bien habitués d'intervention? Je pense que donc à partir du moment où on serre la ceinture, c'est normal qu'il y ait des réactions. J'ai été élu local, je crois connaître un peu cette situation. J'ai été élu régional aussi. Il y a 3 raisons pour lesquelles l'investissement, ça je ne le conteste pas, je vous l'ai dit d'ailleurs, je l'ai même écrit. Est en péril. Non, il n'est pas en péril, il a baissé. Alors il baisse systématiquement lorsqu'il y a des renouvellements électoraux, ce qui a été le cas. Généralement, il baisse de l'ordre de 8%, il a baissé de l'ordre de 11%. C'est plus que d'habitude, c'est vrai. Plus que d'habitude aussi parce que les équipes ont quand même plus changé que d'habitude, notamment en termes d'orientation politique. Deuxième raison, l'incertitude sur un certain nombre de textes qui sont venus à être mis en œuvre tardivement. Et nous avons au gouvernement notre part de responsabilité. La fusion des régions a mis du temps à se faire. On a appelé la loi carte des intercommunalités qui vient d'être arrêtée au 31 mars a mis du temps à se faire. Ça veut dire que des collectivités, des communes, des intercommunalités qui ne savaient pas dans quelle configuration ils se retrouveraient le lendemain, avec quelles compétences, ont retardé. Donc vous leur dites aujourd'hui, maintenant, ça suffit, vous investissez? Non, je leur dis aujourd'hui, regardez, les collectivités locales, encore un chiffre, déposent traditionnellement au Trésor 30 milliards d'euros en fin d'année. L'année dernière, c'était 34. C'est-à-dire 4 milliards de plus que d'habitude. Vous avez été surpris. Mais j'ai été contre tous les élus de France, de droite, de gauche. Alors comment expliquer ce phénomène inédit? D'abord, je ne crois pas être seul. Un certain nombre de collègues, y compris au gouvernement, qui partagent cette analyse. Moi, c'est une analyse que je donne. Mais si vous voulez baisser la dépense publique, vous nous avez dit tout à l'heure que nous étions les champions d'Europe de la dépense publique. Oui, c'est pas moi qui le dis, ce sont les instituts autorisés. Les dépenses des collectivités territoriales sont supérieures aux dépenses de l'État. Il faut l'avoir en tête, ou à peu près, en tout cas équivalente. Donc on ne peut pas imaginer baisser la dépense publique si on ne baisse pas la dépense des collectivités territoriales. Et elle a moins augmenté que d'habitude, d'ailleurs, c'est un premier résultat. Donc moi je suis prêt à la confrontation. À la confrontation, vous êtes prêt à la confrontation? Très bien. Ah bah écoutez. En tout cas avec M. Colomb. Ah oui, et d'autres, tous les élus. Oui, parce que tous les maires. J'ai pas l'habitude. Lors du congrès des maires. Vous allez y aller au congrès des maires? Non, parce que j'ai pris un engagement. Mais il y en a un qui va y aller, c'est le président de la République. Justement. Comment est-ce qu'il peut éviter la bronca du public qui sera sur place? Qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter cette bronca? Généralement, quand on rend visite à quelqu'un, on arrive avec des fleurs, un cadeau, un livre. Un cadeau. Quelque chose. Je pense que le président de la République fera un certain nombre d'annonces au congrès des maires sur la DGF, la réforme de la DGF, le montant de la réduction de la DGF. Il y a alors sur la DGF, la dotation globale de fonctionnement, les dotations versées par l'État. Il y aura des annonces du chef de l'État. Bon, écoutez, vous venez de le dire. Personne ne peut penser un seul instant que le chef de l'État n'aura pas un certain nombre de messages à porter aux maires, mais pas seulement aux maires. Des messages, des mesures. Oui, mais enfin, vous savez, les maires ne se contentent pas de paroles. M. Fillon dit faire travailler 39 heures, mais il ne dit pas s'il paye 39 ou 35 heures. Il faudra qu'il le dise. Il lui dit aux gens qu'aujourd'hui vous travaillez 35 heures, vous allez travailler 39 heures, mais si c'est pour le même salaire, et il ne le dit pas. Je ne sais pas comment il va faire. Autre élément, alors c'est pas M. Fillon, je crois que c'est... Il y a M. Sarkozy, je crois, qui... propose une baisse de l'impôt sur le revenu de 10%. On parlait de la baisse de l'impôt. Hein, oui, enfin, il propose aussi d'imposer aux collectivités territoriales de ne plus embaucher au moment du départ en retraite. Comment il peut le faire? C'est le 1 sur 2 de l'époque. Mais comment il peut le faire?
la Constitution dans notre pays donne la libre administration des collectivités territoriales dans le cadre des lois du pays. Je ne vois Donc, pas. ce que vous êtes en train de dire, Aujourd'hui, tout le monde est vent debout contre une baisse des dotations qui laisse, qui mettrait le pays qui dans la laisse rue. encore augmenter les recettes des collectivités locales. Et puis vous allez leur dire qu'ils ne remplacent pas leurs fonctionnaires de façon autoritaire. Enfin, ceci, c'est une politique de gribouille. Et 100 000 fonctionnaires. À Bercy, nous sommes un des ministères qui supprimons le plus d'emplois, du moins par exemple dans la Direction générale des finances publiques. 2000. Et c'est difficile. Je voulais que je vous montre les lettres des maires, des sénateurs, des députés, les républicains, qui m'écrivent il ne faut pas à Tarbes fermer telle agence, telle trésorerie, il ne faut pas à Agen, il ne faut pas à Bordeaux regrouper Quand tous ces candidats promettent la rupture, alors et ils vous faux. promettent, alors que nous faisons 2000 suppressions d'emplois à Bercy, ils vous en promettent 100 000 par an. Mais ceci est impossible.